Bonjour Alpha Kaba. Oui, bonjour. Merci d'être venu nous rencontrer à Strasbourg. Je crois que c'est grâce à Médecins du Monde et à Strasmed que votre venue a été rendue possible. Et pour nous, c'est un privilège que vous puissiez venir témoigner. Parce que ce que vous dites, ce que vous racontez dans votre livre est une réalité qu'on voudrait croire n'existe plus. Et voilà, c'est un véritable coup de poing. Alors, on vous voit là, souriant, détendu. On n'imagine pas que vous êtes un revenant de l'enfer. Vous vous considérez comme un miraculé? Un miraculé, oui. Un revenant de l'enfer, oui. Et maintenant que je commence à reconstituer ma vie, et c'est pas évident de parler de tout ça. Ça fait aussi plaisir de venir témoigner au nom des migrants, au nom de toutes ces personnes qui sont en Libye là-bas, qui continuent encore à subir la même chose que j'ai subi il y a encore 2-3 ans. Donc parler pour eux, c'est une mission pour moi. C'est une mission d'interpeller les gens et de faire comprendre aux gens, attention, au bout de l'autre monde, il y a des jeunes qui continuent encore à souffrir. Il faut venir en aide. Et beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes, des centaines de milliers. Des milliers de jeunes qui sont là-bas encore. Vous le voyez à longueur de journée sur les médias, dans les télévisions. Et vous voyez une solution à ça? Parce que finalement, c'est un peu le résultat de la politique migratoire européenne. Il n'y a pas un problème dans cette vie qui n'a pas de solution. Il faut juste avoir la volonté de faire et de donner une solution au problème. Sinon, le problème de la Libye a une solution très simple. Il faut que les politiques s'y mêlent et font quelque chose. Et qu'ils arrêtent de faire des discours allant à tromper le peuple. Oui, on parlait notamment de Médecins du Monde, de Strasbourg Méditerranée, de l'Aquarius qui vous a sauvé. Vous le dites dans le livre, la société civile se mobilise, mais, oui, c'est ça, mais les États ne font rien. C'est ça le problème. Même s'il y a eu beaucoup, l'Aquarius, Médecins du Monde, il y a toutes ces structures et associations qui veulent faire quelque chose. Ils ont la volonté de faire, mais ils ne sont pas accompagnés derrière. Vous imaginez quand l'Aquarius sauve des migrants en mer Méditerranéenne, qu'on leur dise qu'ils ne s'accostent pas en Italie. Ils prennent 3-4 jours. Alors que pendant ce temps, il y a d'autres jeunes qui continuent à périr, alors qu'ils devraient partir secourir ces jeunes. C'est pour faire changer ça, parce que vous semblez avoir de l'espoir. Il faut vraiment aider toutes ces structures. C'est pour ça que vous pensez qu'il est essentiel de témoigner et que ça ne peut venir que de là? Pour moi, la meilleure façon, c'est de témoigner. Témoigner et interpeller nos autorités, les politiques. Alors vous êtes maintenant journaliste. C'était une vocation depuis votre très jeune âge. D'ailleurs, au début du livre, on a l'impression d'entrer dans un livre assez doux, assez heureux, où vous parlez de votre enfance, de vos essais de commentateurs sportifs, où vous prenez des canettes pour les tendre vers les joueurs à l'issue des matchs. Et puis après, tout bascule en un rien de temps. Vous avez compris ce qui se passait? Au départ, je n'ai jamais vu ce qui allait venir, parce que le métier du journalisme, c'était une passion pour moi. Je voulais être journaliste depuis tout petit. Vous l'avez sûrement lu dans le livre où vous venez de dire, où je prenais des canettes de boissons pour venir tendre à mes amis pendant qu'ils jouaient au football. Je voulais devenir journaliste et je voulais devenir un grand journaliste dans mon pays. Malgré que je n'ai pas fait l'école de journalisme à l'université, j'étais entre l'université et les petites radios privées de l'époque. Mais le jour où tout tourne mal? Le jour où tout tourne mal, vraiment, je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas que le simple fait de dénoncer, de parler, de faire son métier de journalisme peut être un problème pour toi, ta vie, ta sécurité, et qui va d'ailleurs même te pousser à quitter ton pays. Parce que tout ce temps, on me disait, oui, les journalistes sont menacés, gauche à droite, mais je me disais que le métier du journalisme, c'est d'enquêter et d'informer la population. C'est ce que moi je faisais. Mais je ne m'attendais pas. Malgré ce que vous avez vécu après, vous n'avez pas de regret d'avoir fait votre métier? Non, je n'aurais jamais de regret de faire le métier de journalisme. Parce que pour moi, c'est un métier noble, c'est un métier pour les sans-voix. Et aujourd'hui, vous arrivez à l'exercer
Actuellement, Normalement? pas forcément normalement. Il y a une barrière que je dois franchir encore. Peut-être que c'est l'accent un peu africain. Et c'est pourquoi je vois ma place plutôt en Afrique qu'ici. Je veux bien rester en France. Je veux bien continuer à faire mon métier de journalisme ici. Mais j'ai un défi à relever encore. Et vous avez un désir, un souhait de retourner en Afrique, enfin dans votre pays? Oui, nul ne peut abandonner son pays comme ça. Nul ne peut enlever son pays dans son cœur. La Guinée, c'est mon pays. J'ai quitté le pays parce que ma vie était en danger. Sinon, j'allais rester là-bas, vivre avec ma famille, avec mes proches. Et votre petite fille? Ma fille, elle va très bien. Elle est en Guinée-Bissau, dans un pays voisin. Elle va très bien. Et vous disiez, quand vous étiez au cœur de l'enfer, si j'ose dire, que même esclave, on a encore des rêves. C'était quoi à ce moment-là? Même esclave, on a des rêves, on a envie de vivre encore. Quelle que soit la difficulté, tu te dis forcément, il y a des gens qui t'attendent au bout. Ma fille également, qui se disait, bon, j'ai un papa, mais je voulais qu'elle me revoie après. Oui, d'ailleurs, vous dites, je crois à un moment donné, que tout ce qui vous restait de vie, vous l'utilisiez à survivre. Oui. Et chaque fois, ça revient chez vous, vous êtes au fond du trou, enfin, ce que vous vivez est absolument indescriptible, ignoble, et quand même vous dites, il faut que je mette les doutes de côté, que je me souvienne de tout, que je continue d'avancer. C'est ce qui me donnait la force, surtout. Je me disais qu'il faut que je sorte d'ici vivant. C'est ce que, bon, c'était un rêve, il faut rêver. On est libre de rêver, mais il faut rêver positivement. Donc je me disais, il faut que je sorte d'ici. Et si tout va bien, comme je le fais aujourd'hui, c'était mon souhait de témoigner pour mes amis qui sont décédés là-bas, pour ceux qui sont décédés en mer Méditerranéenne. Donc, et qui sont toujours là-bas. Donc je me disais qu'il me fallait que je sorte d'ici pour témoigner. Peut-être que ça sera une mission pour moi. Vous parlez beaucoup des femmes aussi? Bien, puis on violait des femmes, gauche à droite. Donc, parler au nom de ces personnes, c'est que ça me fait mal dans le cœur, mais il le faut. Parce que ce n'est pas en se taisant, en restant bouche bée, les choses vont avancer. Vous arrivez à prendre de la distance de ces scènes atroces que vous avez vues, vécues, de voir enterrer vos propres amis? La distance, oui, ça m'arrive des fois, où je reste un peu au calme. Donc là, ça fait un bon moment. Je ne suis pas venu dans les plateaux, je n'ai pas fait de conférence. Je prenais un peu, comme je dis, je prenais un peu de l'air. Je veux reconstruire ma vie. Mais ça, c'est une mission. Je vais continuer à faire cette mission jusqu'à ce que ça tombe dans des bonnes oreilles. C'est qu'ils m'entendent. Je dis, les politiques m'entendent, mais sûrement ça va tomber dans des bonnes oreilles, un jour ou l'autre. En tout cas, ici à Strasbourg, on va faire écho, on va faire en sorte que ça tombe dans les bonnes oreilles. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup.